Deli Karifa Samoura, je suis ancien conseiller aux droits de l'homme du médiateur de la République et fondateur du centre Kouroukanfouga pour la paix et le développement, Kafounafa, et créé d'une création récente en 2021-22 à Conakry. C'est l'aboutissement de tout ce que j'avais fait comme initiative dans et pour la société civile. Comme je suis rentré sain et sauf, et je remercie Dieu pour ce faire, chez moi en Guinée et à Conakry, je dis bon, je ne pourrais rien plus faire d'autre que de créer une organisation non gouvernementale, n'est-ce pas, dans le sillage de la charte de Kouroukanfouga de 1236, n'est-ce pas, et qui sera, si vous voulez, le vestibule, la case, qui réunirait tout ce que j'aurais fait dans ma vie, n'est-ce pas. J'ai à peine 70 ans. Et donc, ben voilà. Et dans cette organisation, le Centre Kouroukanfouga pour la paix et le développement, en initial, c'est le CQFD, et recèle de nombreux intellectuels, militants, patriotes africains et non africains, n'est-ce pas? Mais j'ai procédé comment? À rassembler méthodiquement, n'est-ce pas, tous les anciens élèves de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo était venu en 1958 à l'appel du président Sékou Touré pour prendre la relève des Européens qui étaient partis, qui ont déserté l'enseignement guinéen, nous laissant dans une situation extraordinairement difficile, n'est-ce pas, et qui ont cassé l'administration guinéenne. Et Kizerbo n'était pas venu seul, il était venu avec sa femme, son épouse, et qui est du Mali, Jacqueline Koulibaly, la fille d'un des plus grands syndicalistes catholiques du Mali, Lazare Koulibaly. Voyez-vous? Et donc, ils sont venus ensemble, l'un et l'autre enseignaient. Elle enseignait l'anglais, et lui, il enseignait l'histoire, la géographie. Et donc, ils avaient les plus grands lycées. L'autre, la femme, c'est le lycée des jeunes filles, et Kizerbo, c'est l'actuel 2 août, le plus grand lycée colonial. Et j'espère que vous irez visiter là-bas avant d'aller, parce que c'est pas très loin de la Bibliothèque nationale de Guinée. Alors, les deux étaient accompagnés d'autres Africains, guinéens et non guinéens. Vous avez parmi ces gens qui n'étaient pas de Guinée, Diop Alassane. Vous avez des gens comme les Foté Memel de Côte d'Ivoire. Et vous avez qui ont été arrêtés, qui ont connu des problèmes graves dans leur pays parce que c'était des révolutionnaires en Guinée. Et alors, ils ont eu, à retour dans leur pays, ils ont eu quelques soucis avec le gouvernement de l'époque, n'est-ce pas? Houphouët-Boigny pour ne pas le nommer. Et alors, c'était la colonisation là aussi, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Parce que je vous parle de tout cela, nous sommes en 1958, voyez-vous, 58-59. Il y avait aussi des Béninois, des Sénégalais, il y avait des Haïtiens, des Guadeloupéens qui enseignaient là, ici, qui étaient venus là. Il y avait des Nigériens. Il y avait au total 90 personnes, hommes et femmes, qui étaient venus se mettre au service du président Sékou Touré pour sortir de la panade, n'est-ce pas, la Guinée par le biais de l'éducation, de la science et de la culture. En fait, dans les domaines de compétences de ces jeunes gens qui sont
venus de France et d'autres du Sénégal, Dakar. Parce que comme vous le savez, l'administration coloniale avait son siège, la capitale est Dakar, le Sénégal. Alors beaucoup de ces gens étaient dans l'administration là-bas, dans l'enseignement. Ils ont rendu démission de leurs fonctions. Ils ont renoncé pour beaucoup à leur nationalité et qui sont venus se mettre au service de la révolution guinéenne pour l'indépendance. Il faut dire en un mot pour la souveraineté nationale. Mais parce qu'ils ont compris très tôt que d'ici pourrait partir, d'ici, je veux dire de la Guinée, et de Conakry pourrait souffler sur le reste du continent, n'est-ce pas, et le vent de la souveraineté, l'indépendance, le refus de la discrimination, le refus de la réification, c'est-à-dire mettre le blanc contre le noir et les Africains les uns contre les autres. Voilà. Donc voici l'objet qui m'a animé il y a 3 ans en arrière, la création d'un centre ici, derrière là, chez moi, tout de suite, vous avez le bureau là-bas, et le centre Koukanfouga pour la paix et le développement, avec les intellectuels, les militants, les cadres, des hommes de culture qui y sont. Nous réfléchissons beaucoup au devenir de l'Afrique, au devenir de la Guinée et aux indépendances. Et d'ailleurs, nous venons de faire une grande rencontre, une grande journée à Conakry le 10 août. Nous sommes en train de préparer l'appel. Vous recevrez l'appel dès qu'il sera terminé, peut-être dans la semaine prochaine, même pas. Et pour l'organisation d'un symposium international à Dabola, au cœur de la ville, au cœur du pays, qui est considéré maintenant comme capitale politique de la Guinée. Conakry restant la capitale économique. Bon, tout ça, c'est encore au niveau de balbutiement et l'Assemblée nationale de Guinée, le CNT, en a décidé ainsi, en tout cas, il y a un semestre en arrière, 6 mois en arrière. Alors, la journée de lancement de ce symposium international qui va avoir lieu en 2025, l'année prochaine, et c'est pour penser à ce que les héritiers de ces gens qui sont venus, de ces hommes et femmes militants qui étaient venus en Guinée, et que reste-t-il de leur famille? Ont-ils des archives sur les activités de leurs parents? Et quel était leur rêve pour l'unité africaine, l'Union africaine? Parce que cette période, on a beaucoup parlé de l'union des États d'Afrique noire, n'est-ce pas? Mais par Afrique noire, il faut comprendre aussi l'Afrique au nord du continent. Hein? Voilà. Donc, parce que l'Afrique noire, parce que quand vous allez creuser dans la période pharaonique, et nous sommes tous des Noirs, n'est-ce pas? C'est cela. Donc, c'est à tort si on nous accusait d'être des racistes, on ne parle que de l'Afrique noire. Non, c'est l'Européen qui avait fait cette classification, Afrique du Nord, Afrique au sud du Sahara, Afrique blanche, Afrique arabe, etc., etc. Voilà, cher ami, en 2 mots sur moi, ce que j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de littérature, je suis un passionné de la diversité culturelle, je suis un passionné, je suis un mélomane. Je suis un mélomane et toutes les musiques du monde. Et donc j'écoute tout le monde et toutes les musiques du monde. Je suis un passionné surtout de la culture négro-africaine. Voyez-vous? Parce que nous n'avons pas révélé entièrement l'Afrique dans ses dimensions multiples, dans ses dimensions
ses capacités, n'est-ce pas, à rendre heureux le monde, l'humanité. Et notre devoir aujourd'hui, dans notre Krukamfuga là, c'est de réfléchir aux voies et moyens, n'est-ce pas, pour suffisamment outiller l'humain que nous sommes pour humaniser l'humanité. Voilà. Voilà, et donc votre parcours professionnel en Suisse En Suisse, j'ai été étudiant à l'université, ce qu'on appelle l'Institut de haute étude des relations internationales et du développement, HEI, qui a changé de nom. Mais sinon, initialement, ça s'appelait Institut universitaire d'études du développement. Et Albert Tevoudziré et sa femme y ont enseigné. Jean Ziegler, le sociologue suisse que vous connaissez, il y a enseigné. Il y a d'autres intellectuels les plus brillants en économie du développement, en sociologie, comme en sciences politiques qui y ont enseigné. Alors, nous avons dans cet institut, qui était un institut carrefour des cultures, carrefour de la recherche scientifique et carrefour du militantisme pour un autre monde, n'est-ce pas? L'anticapitalisme au cœur du système capitaliste mondial, Genève, la Suisse. Oui. Voyez-vous? Mais nous avions eu, alors, les Régis Debré y passaient, n'est-ce pas, pour donner leur cours. Les Jacques Attali, vraiment, c'est, mais comment on appelle, Joseph Kizerbo, dont on parle là. Évidemment, je me souviens encore de sa leçon inaugurale, n'est-ce pas? Et donc, tout ceci passait pour nous apprendre le monde qu'ils ont scruté sous tous les angles, pour nous dire leur savoir et pour nous doter de pouvoir pour changer le monde. Le monde est constitué, selon les religions, en plusieurs jours par Dieu le Créateur, n'est-ce pas? Pour comprendre ce monde, et il faut beaucoup de monde aussi pour comprendre ce monde. Je veux dire beaucoup d'intelligence, d'esprit de différents continents. Et cet institut universitaire d'études du développement était un institut qui recelait beaucoup d'étrangers venus de différents continents, n'est-ce pas, du monde. Alors je me réjouis d'avoir y été un étudiant un peu turbulent, je ne vous cache pas, parce que je venais déjà presque tout fait. Je venais de Paris, où j'ai été militant au sens propre du terme, parce que j'étais dans des mouvements d'opposition, et qui dit Paris, dit rencontre internationale des Africains, venus de tous les horizons, des militants, des écrivains. Alors, donc, je venais dans ce petit pays qui est la Suisse, calme, tranquille, qui n'a jamais connu de guerre, et comme dit Jean Ziegler, le bonheur d'être suisse. Jean Ziegler, l'homme le plus troublé, le plus passionné et le plus révolté contre les injustices dans le monde, mais il est devenu sociologue par l'observation sur le terrain au Congo, n'est-ce pas, des drames que les Congolais ont vécus. Alors, Aimé Césaire, lui, il disait, à force de parler du Congo, je suis devenu un Congo, n'est-ce pas? Et voyez-vous, donc la chance que nous avions, que j'ai eue, je dois le dire, c'est d'avoir vécu pleinement, n'est-ce pas, au milieu des aînés, ici et là, à Paris, en Belgique, en Afrique d'abord, et à Genève notamment, où j'ai affiné beaucoup de réflexions, je me suis enrichi au contact des hommes et des femmes différents de moi,
et de culture, mais surtout des aînés, comme Jean-Martin Tchapché, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, un Camerounais, et il y avait d'autres célèbres Camerounais qui étaient dans ce pays-là. Comme vous le savez, c'est le refuge de pèlerins. La Suisse aussi. Hein. Tous les gens, les exilés, et de par le monde, ils venaient passer tous par là. N'est-ce pas? Bon, on va rapidement faire la transition vers vos relations avec l'UPC, en particulier votre ami Tchaket, qui n'est plus de ce monde. Jean-Martin Tchapché est né en 1933 au Cameroun. Jean-Martin Tchapché était un catholique passionné, révolutionnaire. Jean-Martin Tchapché a vécu à Toulouse. À Toulouse longtemps, et il a, je crois bien que c'est à Toulouse. Et c'est là qu'il a, il a fait la connaissance de son ami Albert Vourgiré, jeune révolutionnaire socialiste catholique aussi, qui fut même, je crois, secrétaire général de l'OCAM, l'organisation de la communauté africaine, quelque chose comme ça. Et il a été candidat à l'élection présidentielle au Bénin, dans son pays, hein, aussi. Jean-Martin Tchapché était très lié à cet homme-là, et il se voyait jeune étudiant. Et en 1956 ou 57, il a été expulsé de France. Comme beaucoup d'intellectuels africains, et pris de paix et de justice pour l'indépendance des États africains, luttant contre la colonisation française. Pour ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique néocoloniale, n'est-ce pas? L'Afrique sous l'impérium de la France, et ces gens ont été identifiés, recherchés et expulsés de France. En Guinée, on a eu aussi des jeunes Guinéens militants, hein, pour le RDA, le Rassemblement démocratique africain, et qui ont été expulsés. En 57-58, déjà, les Joseph Kizerbo avaient créé leur mouvement, le mouvement des partis pour l'indépendance de l'Afrique. Les jeunes socialistes et catholiques avec l'Albert Vourgiré, et ils ont appris qu'un petit pays comme la Guinée était en train de se rebeller contre la colonisation pour dire non au référendum. Parce que De Gaulle avait fait un grand tour, n'est-ce pas, en Afrique, pour demander un nouveau contrat après la Deuxième Guerre mondiale, où les tirailleurs africains sont allés offrir leur sang pour la libération de la France, n'est-ce pas, des serfs du nazisme de Hitler, et ils n'ont pas été bien récompensés parce qu'on les a réexpédiés en Afrique, à Tiaroy, le petit village de Tiaroy, où on les a bombardés, fusillés, pour avoir réclamé leur solde, leur salaire. Voyez-vous? Et donc, c'est des événements qui marquent la mémoire collective. Et chez nous, en Guinée, on n'a pas oublié cela, parce que beaucoup de Guinéens ont fait partie, n'est-ce pas, des tirailleurs sénégalais. Et à l'indépendance, et le texte même du président Medsek Touré, vous pouvez le relire, il y a cette allusion à l'injustice, à l'exploitation de l'homme par l'homme, et surtout ce sang versé, non pas sur notre terre, pour notre libération, mais le sang versé pour la France, n'est-ce pas, la neige cruelle, n'est-ce pas, pieds nus, dans les tranchées, et où certains ne seront jamais cités, n'est-ce pas, et pour la libération de la patrie mère France, parce que nos ancêtres étaient des Gaulois, on nous avait fait enseigner ça, voyez-vous. Alors donc, c'est cette révolte qui est exprimée dans le nom
à la communauté française proposée par De Gaulle en 1958 à Conakry. Et vous pouvez aller visiter, je crois que vous connaissez, la maison où ce discours a été prononcé. Alors, relisez ce texte-là. Tout est là-dedans. L'Afrique hier, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain se trouve dans ce texte qui a été élaboré, minutieusement discuté avec ses camarades. Et ça a été dit sur un ton qui a surpris, De Gaulle a qualifié dans ses mémoires, c'était de l'arrogance. C'était la rébellion pure et simple. Et il a dit que nous ne pourrions jamais nous entendre avec cet homme-là. Exactement comme Mesmer au Cameroun. Ah oui, voilà. Mais exactement, mon frère. Alors, voyez-vous, nous avons là de quoi espérer de l'avenir. C'est-à-dire que quand on n'est pas, nous ne sommes pas amnésiques, nous devons avoir ces grandes figures en mémoire. Nous devons avoir ces grands textes comme archives, comme souffle vital pour aller de l'avant. C'est pour ça la fondation portant le nom de Dr Roland Moumié ne doit pas être une fondation comme on en a vu dans le monde, comme il en existe dans le monde. Elle a une mission de sacrifice pour la libération du peuple africain et du peuple camerounais d'abord, parce que il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Quand on voit un arbre, ce n'est pas cet arbre seulement qu'on voit, le tronc, les branches, les feuilles, mais il faut voir les racines d'abord. Et donc, puisse cet arbre s'enraciner davantage et pousser des arbustes ailleurs dans le monde. C'est pour ça que votre venue en Guinée avant-hier pour célébrer avec des Guinéens et pas des moindres. Les petits élèves qui sont sortis de l'école et qui avaient cette photo, la photo de Sékou Touré et de Moumié, docteur Moumié, et c'est ça qui m'a fait, qui m'a mis dans un autre état. Et j'ai eu le vertige, parce que j'entendais collé comme j'étais à la porte du mausolée. J'entendais un bruit extraordinaire, un murmure, mais j'entendais les voix d'outre-tombe. Et je voyais mon frère et ami, Dr Tchapké, Jean-Martin Tchapké, quand nous parlions tous les deux, que ce soit chez lui, ou chez moi, ou dans mon bureau, la Commission africaine des promoteurs de la santé des droits de l'homme, n'est-ce pas, et auquel il appartenait, à laquelle il appartenait, je dis, et c'est ça, c'est l'arme qui coule toujours. Il m'engueulait comme son petit frère, voire comme son fils. Vous avez un devoir en tant que Guinéen d'être debout, de mourir au combat. Nous sommes vieux. Les Blancs, les ennemis africains, contre la révolution africaine, nous ont fatigués. Et je le rencontre un jour dans le bus, il venait de l'hôpital. Je dis, d'où viens-tu là, frère? Il dit, je viens d'en bas, c'est-à-dire l'hôpital à Kona. Je dis, tu es malade? Il dit, ah oui, à mon âge, on a toutes sortes de petits problèmes. Il enchaîne tout de suite. Si je dois mourir, ça serait la Guinée. Je dis, mais il y a longtemps que tu as quitté la Guinée. Et tu es malade et tu me dis, si tu dois mourir, ça sera en Guinée. Tu voudrais que ça soit en Guinée? Non, tu ne mourras pas maintenant. Nous avons besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. Alors quand je parlais avant-hier de Tchapké de lui, je le voyais. Et je l'entendais me prononcer ces mots. Et quand je vois les enfants tout autour, je dis c'est un miracle. Dieu vous a béni, frères camerounais.
Dieu vous aime, nous sommes des croyants. Amadou Ampateba disait, ce vieillard, il dit, l'Africain est né croyant. Et vous voyez ces enfants-là, Dieu vous bénit, vous a béni, parce que à une cérémonie, ce n'est pas traditionnel, demandez à Conakry, ici avant votre départ, ce n'est pas traditionnel, même au Cameroun, que des enfants de cet âge aillent massivement dans un cimetière. Je ne sais pas si vous connaissez les précédents. C'est tout ce que c'est ce qu'on me dit au Cameroun. Ces images, ils ne comprennent pas. Non. Hein? Ils ne comprennent pas. Ces enfants-là se sont retrouvés là-bas. Mais c'est, oui, mais c'est quelque chose, mais c'est des anges qui sont là. Ce sont des petits, des saints qui sont ici. C'est pour ça que je leur dis, serrez cette photo contre vous. Amenez ces photos dans vos familles. Expliquez-leur que l'autre qui est avec Sékou Touré, parce que lui, il est connu de vous, de vos parents. L'autre qui est avec vous, vous étiez au cimetière. C'est le mausolée là. Il est là, il est couché ici. Nous devons veiller sur eux. Oui, oui. Pour moi, c'était trop fort. Même à l'idée d'y penser encore maintenant. Kizerbo me disait, à l'anniversaire là, cet anniversaire là, il s'adressait aux enfants qui étaient chez moi. Il dit, il dit, les enfants, mes enfants, c'est par vous que nous, vieillards, nous sommes immortels. Voyez-vous? Et ces enfants, je leur ai répété ce que moi, on m'a dit. Et celui qui m'a dit, ça n'est plus de ce monde. Et il n'est plus là. Mais moi, je suis là, comme héritier. Alors, il faudrait qu'on transmette à nos héritiers qui étaient avec nous, ces enfants-là, n'est-ce pas, ce que nous avons appris. Parce qu'ils vont rentrer dans leur famille avec ces photos. Je dis, surtout, ne le déchirez pas. Mais j'ai vu un enfant qui avait plié ça, il a défait, et il se reprochait là, chacun commençait à plier son... Mais ça, c'est beau. Ils appelaient vite. Mais oui, là. Et maintenant, aujourd'hui, mais ces photos sont partagées dans les familles. Et quel plus beau service aurions-nous pu rendre que ce moment-là. Et c'est pour ça que votre initiative est la plus belle. Elle est à féliciter, elle est à encourager. Et je vous dis, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ben, pour clôturer cet entretien, je voudrais que vous reveniez un peu sur le peu d'informations que vous connaissez sur la mort de Mimi. Qu'est-ce qui s'est exactement passé à Genève? Tout a été dit et écrit sur sa mort, les agents de sa mort. Aimé Césaire parlait de ces agents-là. Il les appelait les architectes aux yeux bleus. Attention, il ne faut pas que le rebelle meure. Aimé Césaire, est-ce que ce n'est pas de Moumié qui parlait? Est-ce que ce n'est pas Patrice Lumumba qui parlait? Hein? Tous ces combattants qui sont morts sur le champ de bataille, quand il levait le doigt, il défiait. Il dit, attention, architecte aux yeux bleus. C'est-à-dire, c'est les agents de la mort. Le colonel. Attention, il ne doit pas mourir le rebelle. Regardez dans la tragédie du roi Christophe. Il est là-dedans. Et voyez-vous, il a écrit aussi une saison au Congo de Aimé Césaire. Mais tout cela est lié. Tout cela est lié. Mais parce que quand Jean-Aimé Césaire est venu en 1978 à Genève, où il a qualifié de Genève comme carrefour de dialogue et de culture.
qui l'avait invité à venir à Genève, c'était Albert Tavourgéré. Albert Tavourgéré, le béninois, directeur adjoint du BIT, Bureau international du travail, était un ami intime depuis 1955 de Jean-Martin Tchaptiet, depuis qu'ils étaient élèves, étudiants. Jean-Martin Tchaptiet était représentant de l'UPC en France à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est toute la France, si c'est à Toulouse. Mais alors, je me dis que historiquement, parce que l'histoire aussi, il faut l'interroger. Oui. Aimé Césaire a dû rencontrer Jean-Martin Tchaptiet. Aimé Césaire a dû apprendre de Tchaptiet la mort tragique de Roland Félix Moumié. Est-ce que Aimé Césaire n'est pas allé jusqu'au bistrot là, à la vieille ville où on a empoisonné? Le restaurant plat d'argent. Oui, parce que tu vous direz que je connais puisque j'ai travaillé avec lui et parce que c'est moi qui ai pris son bureau, n'est-ce pas? On avait nos deux bureaux, c'est moi qui les dirigeais. Quand il est rentré chez lui, j'avais même les clés de son appartement à Genève, voyez-vous? Et tout cela, c'est une amitié politique. Et le jeune homme que j'étais, mais le pays d'où je venais, c'est ça qui consacrait cela. Tout à fait. Le pays d'où je viens, la Guinée, était estampillé d'une confiance, d'une sécurité et une amitié fraternelle. Tchaptiet me disait, tout le monde peut tromper, trahir, mais pas toi. Vous avez le sang des Samouris qui ont été déportés, qui n'ont pas tronqué leur indépendance. Vous ne pouvez pas. Alors, mais je ne peux pas m'imaginer un seul instant de ma vie que ce frère Jean-Martin Tchaptiet, que la terre lui soit légère, qu'il est trempé dans l'assassinat crapuleux, inacceptable, aujourd'hui comme les siècles à venir, de son ami, de son frère. Ils ont souffert le même calvaire. Ils étaient tous deux à Conakry ici, où nous sommes maintenant. Ils ne peuvent pas se tromper l'un l'autre. Pour preuve, on dit, selon la chronologie historique